Si je ferme mon Internet, Philippe, est-ce que la plateforme va s'éteindre aussi ou vu que c'est ouvert via... Ah, tu veux dire ton navigateur Internet? ouais, Non, 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 tu peux le fermer. parce que ça évitera peut-être... ça va peut-être aider mon ordi, là. Mhm. OK. Bon, étais-tu... je sais pas, là, je me demande Pas qu'est-ce qui non se plus. passe. Hein? Non, ben, moi, le dernier message, c'est celui auquel tu as répondu. Ouais, c'est ça. Tu vas avancer les diapos pour tout le monde, Philippe? Pour moi inclus? Ouais. T'aurais-tu son numéro de téléphone, Linda? Ou, Ben, quoique je là, elle a l'air d'être dans une autre salle, fait que... vais regarder voir ce que j'ai ici. Non, j'ai pas, je ne pas avoir de numéro de téléphone. Ah, j'en ai un ici. Ça semble être son numéro au bureau. Je ne sais pas si tu veux l'essayer. Ouais, ok, je peux essayer. C'est quoi? 613 613 286 286. 2891. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, c'est Linda. Oui, super. Donc, bon, ben, on vous entend bien. J'étais justement en Oui? train de faire votre bureau. Je me demandais s'il y avait un problème de, de connexion. Non. Euh, bon, Là, ben, j'ai c'est... pris mon téléphone cellulaire du travail, puis j'ai branché des écouteurs avec un micro. Je pense que c'est plus clair comme ça, hein? Oui, ben, on vous entend très bien en ce moment. Donc, OK, parfait. Vous me ferez signe quand la conférence va commencer. ouais, c'est ça. Ça va commencer. D'habitude, on commence à 1 heure pile, là. Mhm. Donc, c'est ça, Sarah. Je sais pas si... Ben, bonjour d'abord, Linda. Ah, bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, excellent. Ben, merci beaucoup d'accepter d'animer ce webinaire pour nous. Pas de problème. Ça me fait On est, plaisir. on est rendu à 50 inscriptions. Oh, OK. Bien sûr, comme c'est un webinaire gratuit, habituellement, il y a environ 50 à 60% des gens qui, au bout du compte, se connectent. Pour toutes sortes de raisons, il y en a qui peuvent pas parce qu'un imprévu qui arrive ou peu importe. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, on s'attend probablement à 35 personnes qui vont être en ligne certainement. OK. Alors, voilà. Parfait. Alors, il est Puis, bon. le son est bon de votre côté aussi? Moi, je vous entends très bien. OK. Parce que moi, je vous entends moins bien que Philippe. OK? Ça Je vais sonne très écho. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai un micro, puis Sarah est branchée. Elle utilise le micro intégré de son portable, donc c'est peut-être pour ça. peut-être me Ah, rapprocher si c'est mieux. M'entendez-vous ben là, mieux maintenant que je suis plus près? ouais, c'est un petit peu mieux. Bon. Ben, il faudra peut-être songer à ça, donc, que je me grille d'un micro, Philippe. Ouais, on pourra peut-être ajouter ça à ton achat de portable, là. Oui. Right. Est-ce que Andrew vous a donné un peu de feedback par rapport à son expérience la semaine passée? J'étais dans la salle. Ah, OK. Puis comment vous avez Mhm. trouvé ça? C'était bien, ça sortait bien. Je sais qu'on a eu des petits problèmes techniques, notamment avec moi à la fin, mais Ouais, votre c'est famille. ça. Ouais, on entendait de moins en moins à la fin, là. Mais non, c'était correct. Puis c'est surtout que il y a beaucoup de questions que j'ai dit à Andrew, si tu peux venir faire un tour là, vers 2h45, si c'est possible, ou 1h30, là, tu sais, pour venir répondre aux questions si jamais il y a des questions que moi, je suis pas capable de répondre, parce que lui, il a eu
plus d'exposition que moi encore sur l'enquête complète. Moi, je suis vraiment spécialisée dans le contenu. Ah, ok. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses que lui a répondu que moi je vais répondre légèrement différemment parce que j'ai pas autant là, toute la connaissance de l'enquête et des choses qui viennent autour de l'enquête aussi, là, mais je vais faire de mon mieux. Ben, c'est ça. Est-ce que vous y avez donné ça, le même code de connexion? Il va venir se joindre à moi dans la salle si jamais il est Vous allez capable. Là, vous allez vous passer le téléphone, c'est ça? Ben, je vais mettre mon téléphone sur le haut-parleur. Ah, ok, parfait. Moi, je sais que dans les réactions qu'on a eues par rapport à la semaine passée, je sais qu'il y a des gens, puis peut-être que vous allez être mieux placés en fait, qui auraient aimé avoir plus d'informations par rapport aux questions, au questionnaire comme tel. Fait que si c'est. Ouais, ça va venir là, parce que ce sera pas très long qu'on va diffuser les données 2015. Donc, avec les données, on va diffuser toute la documentation qui vient avec, incluant les questions, les variables dérivées, etc. Donc, peut-être que ça va être encore mieux à ce moment-là quand les gens vont avoir devant eux un questionnaire puis vont mieux comprendre. Mais je peux parler définitivement des changements qui ont été apportés au questionnaire. Je sens que les gens connaissent bien l'enquête elle-même. Oui. Mais c'est ça, là, ils ne savent pas encore ce qui s'en vient. Bon. Ben, peut-être on pourra refaire un nouveau webinaire quand les gens l'auront sous la main pour un peu plus d'encadrement. Oui, c'est ça. Il y a une demande. Ouais. Ben, c'est ça. Alors, il est 1 heure. Il y a combien de participants? 24 présentement. On va débuter, je pense, hein, Philippe. Je prends 2-3 minutes, Linda, pour vous présenter. Ensuite, je vous cède la parole. Parfait. Puis juste, Linda, aussi, la petite chose, juste me dire, évidemment, comme quand changer de diapo. Oui. La fille clochette, elle se fait pas entendre? OK, je passe à tout de suite. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Il est 13 heures, alors nous allons débuter le webinaire. Alors, d'abord, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire avec donc Linda Lefebvre, qui nous présentera les principaux changements apportés à l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes dans le cycle de 2015. Mon nom est Sarah Fortin. Je suis coordonnatrice pour le transfert des connaissances au Réseau canadien des centres de données de recherche. Avant de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter brièvement le réseau, pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas encore familiers avec notre infrastructure. Alors, comme on peut le voir ici sur la carte, le réseau est vraiment pan-canadien. Il compte plus de 25 laboratoires à travers le pays, dont le CIQSS ici au Québec, le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales, qui comprend lui-même 5 laboratoires situés à l'Université de Montréal, de McGill, de Sherbrooke, à l'UQAM ainsi qu'à l'Université Laval. Ces laboratoires informatiques sécurisés permettent aux chercheurs ayant un projet de recherche approuvé d'utiliser les microdonnées détaillées, les microdonnées confidentielles générées par Statistique Canada, notamment avec le recensement, les enquêtes longitudinales, mais aussi et de plus en plus les ensembles de données administratives. Les chercheurs utilisent ces données donc, pour étudier les questions socio-économiques de première importance telles que l'intégration des nouveaux arrivants, le vieillissement de la population, le travail, l'inégalité, les inégalités, ainsi que bien sûr la santé. Plus de 4000 chercheurs de diverses disciplines ont utilisé le réseau depuis 15 ans, dont environ le tiers sont des étudiants de 2e ou 3e cycle. Pour en savoir plus sur nous, je vous invite à visiter notre site web et vous pouvez également vous abonner à notre bulletin L'accès donné. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Prochaine diapo, voilà, merci. Linda Lefebvre est à l'emploi de Statistique Canada depuis plus de 15 ans, à divers titres. D'abord en tant que méthodologue pour diverses enquêtes, puis comme analyste à la division de la statistique de la santé. Depuis 2013, elle est gestionnaire du contenu pour l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes et c'est donc à ce titre qu'elle est avec nous aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La présentation durera environ 40 à 50 minutes, après quoi nous prendrons vos questions. Notez que tous les micros sont automatiquement fermés pendant la présentation. Je vous invite à poser vos questions par écrit
Donc, tel qu'indiqué ici sur la diapositive, vous devez d'abord ouvrir le panneau de contrôle en cliquant sur la petite flèche orange et tout simplement taper votre question dans la boîte de questions. Je vais les lire pour vous le moment venu. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. En terminant, j'aimerais remercier nos principaux partenaires, les universités hautes, bien sûr, Statistique Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines, la Fondation canadienne pour l'innovation et les instituts de recherche en santé du Canada, sans qui nos activités ne seraient pas possibles. Voilà donc, alors merci Linda d'avoir accepté d'animer ce webinaire pour nous et je vous cède maintenant la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Linda Lefebvre. Comme disait ma petite info histoire, je suis avec l'enquête dans la collectivité canadienne, l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes depuis plus que 2013. Je suis arrivée en fait en 2012, mais je suis maintenant la gestionnaire du contenu depuis 2013. Quand je suis arrivée à ce moment-là, c'était justement au tout début du remaniement, qui était un des plus grands remaniements qui a été fait dans une des enquêtes sociales de Statistique Canada. Je vais vous donner en fait un aperçu pendant la présentation des différents changements qu'on a apportés. Quand je suis arrivée, justement, on était en train de commencer les changements à apporter au contenu. Donc, ça a été un grand travail qui est même pas encore terminé puisque la diffusion des données pour l'année de collecte 2015 n'a pas encore eu lieu. Ça a été beaucoup de changements, et pas seulement dans l'enquête elle-même, mais dans plusieurs des systèmes à Statistique Canada et plein d'autres changements qui sont arrivés autour de l'enquête. Donc, c'est pour ça que les données ne sont pas encore disponibles, mais ça s'en vient. Ça va être pour mars, donc dans environ 1 mois et demi. Si on commence, on peut changer la setup à la page 7. Je vais vous faire un petit tour de table, premièrement, de ce qu'est l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. C'est un projet qui a été débuté en 1999 avec le carnet de route de l'information sur la santé. C'était les différents partenaires principaux de la santé à travers le Canada qui voyaient qu'il manquait, il y avait un manque de données sur la santé. Donc, on a débuté avec un cadre conceptuel des indicateurs. Il y a 3 grands objectifs qui ont été soulevés. On voulait être capable de rapporter sur les comportements des Canadiens qui influent sur leur santé. On voulait faire de la surveillance en santé, puis on voulait aussi avoir un aperçu de l'accès aux services de soins de santé. Le comité directeur qui est en charge de notre programme, c'est un comité qui est principalement soutenu par Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. On a aussi un groupe d'experts à travers les chercheurs dans les universités. On a aussi des personnes qui sont consultées à travers les ministères de la santé dans les différentes provinces. Donc, on a plusieurs partenaires qui sont là pour nous soutenir et nous guider. Prochaine étape. L'objectif de l'enquête, c'est principalement de la surveillance, mais on veut surtout souligner que les données sont à l'échelle nationale, provinciale et infraprovinciale. Nous, on travaille au niveau des régions socio-sanitaires. Donc, c'est les régions qui sont importantes pour chacune des provinces en lien avec les programmes de santé. On peut aussi faire de l'analyse des petites populations, des caractéristiques rares avec les données de l'ESCC parce qu'on a un très grand échantillon. Et on peut aussi donner des données qui sont facilement accessibles en un temps opportun. Bon, cette fois-ci, c'est moins rapide, mais habituellement, on diffuse 6 mois après la fin de l'année de l'enquête. Et ensuite, on a un instrument d'enquête qui est très souple parce qu'on peut permettre à des clients extérieurs de nous mandater pour ajouter des modules de questions au travers du grand questionnaire total de l'enquête. Je vais en reparler un petit peu plus loin dans l'enquête. Prochaine étape.
Donc, quels étaient les objectifs du remaniement qui a été initialisé, qui a été commencé en 2012? Tout d'abord, un des grands objectifs, c'était de voir si c'était possible d'ajouter les enfants de moins de 12 ans à l'ESCC, parce que, comme probablement vous le savez, présentement, nous enquêtons auprès des gens de 12 ans et plus. Mais les intervenants principaux des différents ministères voyaient qu'il y avait un grand manque de données pour les enfants de moins de 12 ans. Ensuite, on voulait examiner le contenu et faire un peu le ménage du contenu parce que l'enquête existait depuis 2000 et rendu en 2012, on commençait déjà à voir qu'il y avait des modules de questions qui avaient besoin d'être changés ou même complètement enlevés parce que l'information était plus nécessaire, et à rajouter des modules de questions qui pouvaient parler des sujets qui étaient plus émergents. Et aussi, on devait élaborer le plan de contenu à long terme pour les années 2015 à 2022, parce qu'à tous les 8 ans, on refait un plan de contenu justement pour identifier quels sont les modules de questions qui sont d'importance pour les intervenants principaux. Ensuite, on avait besoin de faire des changements à la base de sondage, puisque maintenant, on avait une nouvelle base de sondage pour les enquêtes auprès des ménages qui était beaucoup plus efficace et efficiente. Et pour enlever certaines restrictions par rapport aux autres bases de sondage avec lesquelles on travaillait avant, on voulait réexaminer la stratégie de répartition de l'échantillon pour la rendre encore, elle aussi, plus efficiente. Puis, il y avait toujours à considérer l'option de la collecte en ligne. Au moment où on a commencé le remaniement en 2012, la collecte en ligne devait arriver pour 2015, mais plusieurs problèmes au niveau de la technologie, ou plusieurs défis par rapport, je devrais plutôt dire, par rapport à la technologie qu'on peut utiliser à Statistique Canada, compte tenu du fait qu'on est un organisme avec beaucoup de données très confidentielles. C'est un peu plus complexe de pouvoir mettre des questionnaires en ligne. Donc, en principe, l'option de collecte en ligne va venir avec la prochaine fois qu'on va faire des changements. Ça va être en 2021. Je vais en parler ça aussi un petit peu plus tard. Changement d'acétate. Donc, par rapport au premier objectif, donc aller voir si on est capable de créer une portion de l'enquête pour chercher les données des enfants de moins de 12 ans. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait une étude de faisabilité en 2013 et on a déterminé qu'il fallait complètement avoir une enquête distincte parce que les modules de questions de l'enquête de l'ESCC s'appliquaient pas toujours à des jeunes, puis c'était des besoins en données qui étaient assez différents par rapport à ce que le SCC actuel pouvait produire. Donc, on a créé une nouvelle enquête qui s'appelle l'enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes. Le gros avantage qu'on a été capable d'avoir, c'est que plutôt que d'avoir une base de sondage des ménages au Canada, on a été capable d'utiliser la prestation fiscale canadienne pour enfants, qui est une prestation universelle à travers tout le Canada, comme base de sondage. Donc, on n'a pas seulement des noms ou des adresses de maison pour pouvoir aller faire notre échantillonnage, mais on a vraiment les noms des enfants et leur adresse, leur numéro de téléphone. Donc, c'est une base de sondage qui a une très, très bonne couverture. Je pense qu'on couvre 92% dans les territoires et 96 ou 98% pour les provinces. Donc, c'est une très bonne base de sondage. Aussi, cette enquête-là a été déterminée dès le départ que ce serait une enquête avec une collecte de données en ligne, donc un questionnaire électronique. Par contre, évidemment, tenant compte du fait que c'est pas tout le monde qui a l'accès à l'informatique, le suivi se fait quand même par téléphone. Le plan d'échantillonnage est un plan aléatoire simple stratifié parce que justement, qu'on a une base de sondage qui est très représentative, c'est très facile d'aller chercher un échantillon qui est représentatif sans avoir à utiliser de grappe. L'essai pilote a commencé en octobre 2016.
le projet pilote est terminé, donc la collecte a eu lieu pendant 3 mois. Sauf que maintenant, on est en train de regarder les données et de les analyser. La production n'est pas tout à fait encore parfaitement déterminée. On pense que la première enquête devrait aller sur le terrain en 2018, mais on est encore en attente de financement. Je pense que c'est proche d'être confirmé, mais je ne veux pas encore dire que ça l'est à 100%. Prochaine étape. Le deuxième objectif, qui était d'examiner le contenu, là, c'est moi, ça a été vraiment mon travail à moi. C'est là que je suis intervenue. On a vraiment regardé tous les modules de questions. Il y avait plus de 120 modules de questions initialement. On a tout de suite été capable d'identifier une bonne vingtaine de modules qui étaient vraiment plus utilisés du tout, donc qui a été enlevés. Donc, sur les 98 modules qui restaient, 54 ont été modifiés. Modifiés à plus ou moins grande échelle. Certains ont des changements plutôt mineurs, mais il y a des modules de questions qui sont vraiment complètement revampés. Puis il y a aussi des modules de questions qui sont totalement nouveaux. Mais aussi, une autre chose que peut-être les gens qui vont devoir utiliser l'enquête à partir de 2015, tous les noms des variables ont été changés. À ce moment-là, justement, on se disait qu'il fallait faire un vrai ménage de l'enquête. Pour ceux qui ont déjà utilisé l'enquête, les questions pouvaient être habituellement trois lettres pour désigner le module de questions. Ensuite, question, par exemple, 01, question 07 ou question 28. Puis ce qu'on réalisait, c'est qu'au cours du temps, il fallait rendre l'enquête plus flexible pour pouvoir ajouter ou enlever des questions. Puis on n'avait pas toujours la possibilité de le faire entre deux questions. Ça rendait tout le traitement des données assez complexe. Donc on a standardisé la façon de nommer les noms des variables pour que ce soit des sauts de 5 à chaque fois, pour que ce soit plus simple aussi pour... c'est ce qui est en train d'arriver à travers toutes les enquêtes de Statistique Canada, mais nous, on a vraiment décidé de le faire d'un bout à l'autre. Un vrai de vrai remaniement, là. Un vrai de vrai nettoyage. Donc, pour en revenir aux modules de questions eux-mêmes, des exemples de modules de questions qui ont été modifiés. Par exemple, activité physique a été assez changée. Même les concepts derrière les façons de calculer les variables dérivées ont été beaucoup changés. Les modules de questions sur l'activité sédentaire pour essayer de rendre les modules de questions compatibles avec la technologie qui augmentait. Les modules de questions sur la consommation de fruits et légumes ont été beaucoup modifiés aussi parce qu'on essayait d'aller se coller à la réalité du guide alimentaire canadien. Ensuite, un nouveau module qui a été créé, par exemple, pour vous donner un exemple, c'était l'expérience comme patient. Donc, si vous avez un médecin, est-ce que vous avez de la difficulté à avoir un rendez-vous? Est-ce que vous parlez en français, en anglais avec votre médecin? Donc, des questions sur comment les patients vivent leur rencontre avec leur médecin. Les territoires ont désormais des données seulement quand on produit le fichier de données 2 années consécutives parce que il fallait qu'on puisse rendre la collecte plus efficace et surtout beaucoup moins dispendieuse. Quand on doit se rendre à l'autre bout du Nunavut ou dans le fin fond du territoire du Nord-Ouest pour aller collecter 1 ou 2 cas, ça faisait une collecte qui était extrêmement dispendieuse. Ça pouvait monter à 30 000 $ pour aller collecter l'information pour une seule personne. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'une année, on couvre la moitié du territoire de chacun des territoires. La moitié du territoire, par exemple le Yukon. Et l'année suivante, on couvre les communautés de l'autre moitié de ce territoire-là. Donc, ça nous prend vraiment 2 années de données pour que les données soient représentatives dans les territoires. Par contre, pour les provinces, ça, c'est pas un problème, ça reste comme avant, on peut avoir les données annuelles. Puis, le plan de contenu qu'on a travaillé, donc tous les changements, les décisions qui ont été prises par les intervenants principaux de Santé Canada et de FAC et des provinces a été finalisé en octobre 2014. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé quels étaient pour être les modules de questions qui revenaient à chaque année, ceux qui revenaient
à chaque 2 ans ou à chaque 4 ans, puis lesquels des modules de questions étaient pour être offerts comme contenu optionnel à être choisi par les provinces. Ensuite, l'option de réponse rapide, pour ceux qui le connaissent, est encore disponible. Donc, ça permet justement de répondre à des besoins émergents qui n'ont pas été mis dans le plan de contenu pour 2015 à 2022. Prochaine étape. La base de sondage qui a été remaniée. Auparavant, on utilisait 2 bases de sondage. Donc, on utilisait la base aréolaire qui était produite par l'enquête sur la population active, qui représentait environ 40% de l'échantillon, et une base de sondage téléphonique. Évidemment, on réalisait de plus en plus qu'on avait un problème en particulier avec la base de sondage téléphonique parce que plus ça allait, plus les ménages qui ne possédaient qu'un seul numéro de téléphone et qui était un téléphone mobile étaient exclus complètement de la couverture de l'enquête parce que on n'avait pas aucune base de sondage qui avait des numéros de téléphone mobiles. Donc, on voyait un effritement de la qualité de l'enquête et de la représentativité. Puis, on savait en particulier que dans les grandes régions urbaines, ça représentait presque un ménage sur 2. Donc, vraiment, il fallait faire un changement à ce point, dans ce concept de la base de données. Puis, c'est à peu près à ce moment-là, une année ou 2 avant, que la base de sondage pour les enquêtes auprès des ménages a été beaucoup améliorée. On utilise plusieurs bases de données administratives, des bases de données de Statistique Canada, mais aussi de d'autres ministères comme Revenu Canada et les Ressources humaines Canada et des choses comme ça. On a beaucoup de bases de sondage. On utilise évidemment comme première base de sondage le recensement canadien. Donc, l'année où on est en recensement, la base de sondage pour les enquêtes auprès des ménages devient extrêmement précise et claire avec l'information assez à jour. Mais au cours des années qui suivent jusqu'au prochain recensement, on utilise beaucoup d'autres sources de données administratives pour continuellement mettre à jour les informations de contact des ménages. Donc, prochaine étape. Pour ce qui est des 12 à 17 ans, dans notre enquête, on avait réalisé justement que au cours du temps, plus ça allait, plus on avait de la difficulté à aller chercher les répondants dans les ménages pour les 12 à 17 ans, parce que quand on appelait un numéro de téléphone d'une maison, on n'était pas certain à l'avance si on pouvait avoir un jeune dans cette maison-là. Donc, pour réussir à avoir suffisamment d'échantillons pour les 12 à 17 ans, on devait faire un énorme suréchantillonnage des ménages pour réussir à trouver suffisamment de ménages avec des jeunes. Et ça occasionnait que l'effet de plan était beaucoup plus élevé que ce qu'on aurait aimé. Donc, pour essayer de contrer ce problème-là, on a justement fait comme avec l'enquête pour la santé des enfants et des jeunes. On est allé chercher la base de sondage de la PFCE pour échantillonner les 12 à 17 ans. Donc, on a une meilleure couverture. Et en plus, on n'a pas besoin de faire de suréchantillonnage. On utilise exactement le nombre de jeunes qu'on a besoin, sachant exactement où est-ce qu'ils habitent et ayant exactement leur information de contact. Donc, pour réussir à suivre ce changement-là, on a dû changer les groupes d'âge parce qu'avant, on avait des groupes d'âge de 12 à 19, 20 à 35, etc. Donc, on a rechangé les groupes d'âge pour qu'on puisse avoir l'échantillonnage qui est fait selon la représentativité du groupe d'âge. Donc, vous pouvez voir maintenant quels sont les nouveaux groupes d'âge qu'on va avoir quand on va diffuser les données. Et c'est comme ça aussi que l'échantillonnage, que la répartition d'échantillons est fait. Ensuite, il y a eu aussi des modifications qui ont été apportées à la base aérolaire. Donc, on a beaucoup amélioré la non-réponse et les cas hors champ en faisant justement un ménage de la base aréolaire et en utilisant maintenant les
l'échantillon de la PFCE. Les poids de ménage ne sont pas créés, par contre, dans le cas des 12 à 17 ans, parce que c'est pas un ménage qu'on sélectionne, c'est une personne directe. Donc, ça, c'est un peu un des désavantages. Par contre, le poids de ménage, quand il est créé pour les gens qui sont sélectionnés de 18 ans et plus dans un ménage, ces ménages-là représentent quand même les ménages où il pourrait potentiellement y avoir des jeunes de 12 à 17 ans. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de créer un poids de ménage dans les répondants de 12 à 17 ans. Prochaine étape. Bon, là, c'est la partie où moi, je suis un petit peu moins au courant parce que je suis pas la personne responsable de la répartition de l'échantillon. Je vais essayer quand même de vous présenter. Si jamais vous avez des questions à la fin, je vais essayer d'y répondre de mon mieux, mais sinon, je pourrais toujours référer à la personne qui est plus au courant. On avait auparavant 141 régions socio-sanitaires. Ça faisait qu'on allait sélectionner 500 unités ou 500 ménages ou 500 personnes par région socio-sanitaire. Les provinces, au cours du temps, ont beaucoup réduit le nombre de régions qu'ils avaient. On est passé de 141 à 110. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'on avait de plus en plus une distribution qui n'était pas bien répartie dans l'échantillon. On n'avait pas des bonnes répartitions de l'échantillon pour certaines des régions socio-sanitaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a fait un remaniement aussi de la répartition. On a fait des changements on a apporté des changements dans les limites des régions socio-sanitaires et on a pris un échantillon qui était proportionnel à chacune des régions socio-sanitaires et ensuite proportionnel à la province ou l'inverse, je pense. C'est plutôt proportionnel à la province tout d'abord et ensuite proportionnel au nombre de régions socio-sanitaires parce qu'on pouvait se ramasser facilement avec une région qui était ou une province qui n'était pas une énorme province, comme par exemple la Saskatchewan ou l'Alberta, puis ils avaient très peu de régions socio-sanitaires, mais avec un énorme échantillon initialement. Donc là, c'est plus réparti de façon proportionnelle ou de façon plus juste. Et ce que ça a eu comme effet, c'est que ça a amélioré l'efficacité du plan de sondage et ça a grandement réduit l'effet de plan, surtout dans les grandes provinces. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux vous en dire. Là, si jamais vous avez des questions plus détaillées, n'hésitez pas à me les poser, puis je vais au pire vous référer aux personnes qui en connaissent plus. Prochaine étape. Justement, ça, c'est un petit peu plus de détails, justement, sur la répartition de l'échantillon. Initialement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une répartition exponentielle proportionnelle à la taille de la province. Donc, ça permet d'avoir des bonnes estimations pour une prévalence minimale de 2 %. Ça, c'est pour la majorité des provinces, pas dans les territoires par contre. Et à l'île du Prince-Édouard, puisque c'est une petite province, on est capable d'assurer une bonne estimation pour un taux de prévalence de 3 %. Ensuite, on fait une répartition exponentielle proportionnelle à la taille de la région socio-sanitaire. Donc, à l'intérieur des régions socio-sanitaires, ça nous permet d'avoir des bonnes estimations quand on a une prévalence minimale de 10 %. Encore une fois, c'est pour la grande majorité des régions socio-sanitaires, sauf quand on arrive dans les plus petites, là, on a une prévalence minimale qui nous permet d'avoir des bonnes estimations de 15 %. Puis ensuite, on a fait une fraction d'échantillonnage maximale de 1 sur 20. Donc, ça permet d'avoir une prévalence minimale à 25 % dans 4 des régions socio-sanitaires parce que, justement, à cause du fait qu'on a certaines des régions qui sont beaucoup plus petites, c'est ce qui on ne voulait pas non plus avoir trop un grand trop aller chercher des répondants plusieurs répondants dans les petites régions socio-sanitaires. Prochaine étape. Bon, comme je disais tantôt, la collecte en ligne va venir plutôt en 2021, même si initialement c'était prévu pour 2015.
on n'est pas encore tout à fait certain comment est-ce qu'on va procéder pour la stratégie de collecte parce qu'on est encore en train de faire plusieurs essais sur la meilleure façon d'établir la liste des membres du ménage, puisque si on a des gens qui doivent aller en ligne, il faudrait qu'ils commencent par rentrer l'information de leur ménage, donc dire qui est dans le ménage et qu'il y ait un système qui permet de faire la sélection aléatoire du répondant pendant que la personne est en ligne. Donc, ce sont des technicalités qui sont encore à peaufiner. Par contre, il y a eu des révisions importantes du contenu, ou il y aura des révisions importantes du contenu qui vont devoir être faites parce que il y a beaucoup de normes qui sont faites par rapport au questionnaire électronique, qui est un mode de collecte qui est assez différent d'avoir un intervieweur qui parle aux répondants. Donc, il va falloir qu'on s'assure que quand un répondant est seul à l'écran avec le questionnaire, que ce soit assez simple et qu'il n'y ait pas besoin de l'intervention d'un intervieweur pour l'aider. Donc, dans le fond, c'est un préavis qu'on vous donne qu'il va y avoir encore des changements qui vont venir dans le contenu quand on va devoir faire les ajustements pour la collecte en ligne. Mais par contre, évidemment, on va devoir faire une étude de l'effet de mode pour justement essayer d'identifier si certains des répondants répondent différemment quand ils sont en ligne seuls dans l'intimité de leur écran par rapport à avoir un intervieweur qui peut soit les aider à mieux répondre ou soit les gêner à répondre en toute honnêteté. Donc, il va falloir faire une étude de l'effet de mode qui va être prévu après la mise en collecte en ligne. Prochaine étape. La stratégie de collecte a aussi été remaniée. Comme j'ai mentionné, les territoires sont représentatifs maintenant sur 2 ans seulement. On utilise principalement maintenant, on utilise en fait tous les numéros de téléphone disponibles qui sont sur la base de sondage des enquêtes pour les ménages. Et justement, une des grandes améliorations, c'est que cette nouvelle base de sondage-là permet d'aller chercher les numéros de téléphone cellulaire pour contacter le ménage. Donc maintenant, à partir de 2015, tous les ménages, même ceux qui ont seulement un téléphone cellulaire, peuvent être contactés. Le ratio entrevue téléphonique avec en personne et au téléphone est un peu différent de ce que c'était avant. Pas énormément, mais assez pour pouvoir dire qu'il va probablement y avoir un petit changement dans les proportions. Et l'autre chose qui a été changée, c'est qu'on a maintenant ce qu'on appelle un plan de collecte adaptatif. Donc, partout où on a des numéros de téléphone dans la base de sondage, on commence par contacter ces ménages-là par téléphone pour essayer de faire l'entrevue téléphonique à la base. Mais après un certain nombre de contacts qui n'ont pas fonctionné, on transfère le ménage qui était initialement sélectionné pour être par entrevue téléphonique aux intervieweurs qui vont faire la collecte en personne pour essayer justement d'améliorer le taux de réponse. Tous les cas des jeunes de 12 à 17 ans qui viennent de la base de sondage de la PFCE sont seulement par téléphone. C'est un choix qui a été fait parce que justement la qualité des numéros de téléphone sur cette base de sondage-là était très bonne. Donc, on a fait ce choix-là dès le départ. Prochaine étape. Bon, là, c'est là qu'on vient donner plus d'informations à propos de ce qui va se passer entre les données pour les données de l'enquête remaniée. On prévoit que les données seront disponibles dans à peu près 1 mois et demi. Je pense, si je me souviens bien, la date est fin mars. La diffusion pour les fichiers de 2016, donc l'enquête qui est déjà terminée, ça va être prévu pour 2017. La même chose pour le fichier des 2 années combinées de 2015 et 2016. Et ne pas oublier que
quand vous recevez le fichier pour une seule année de données, donc les données annuelles, on vous recommande d'utiliser seulement pour faire des analyses au niveau provincial parce que pour vraiment faire des analyses sur les données régionales, c'est pas prévu que les taux de prévalence sont suffisants pour pouvoir avoir des bonnes estimations. Donc, il faut vraiment utiliser les données de 2 ans. La même chose pour les données des territoires. Il faut vraiment attendre d'avoir les fichiers de 2 ans parce qu'ils ne sont pas représentatifs avec une seule année de données. Si on change l'acétate, je pense que la grande chose à savoir à propos de tous les changements qu'on a faits avec le SCC, c'est qu'on ne vous recommande pas de faire des comparaisons avec les données d'avant le remaniement, donc 2001 à 2014, avec les données de 2015. Parce que vraiment, à cause de tous les changements qui ont été apportés, autant sur la base de sondage, dans la répartition d'échantillons, dans la stratégie de pondération aussi, parce qu'on va faire des poids et des estimations d'une façon complètement différente de ce qui était fait avant. Le fait que le contenu a été énormément révisé et qu'on a une nouvelle stratégie de collecte qui répartit les entrevues téléphoniques et en personne de façon différente. On ne vous recommande pas de faire des comparaisons. C'est sûr qu'on ne vous en empêchera pas, mais nous, ce qu'on dit, c'est que quand vous allez vouloir comparer les données d'avant 2015 aux nouvelles données de 2015 et plus, que va signifier les différences dans les estimations? Si vous avez, par exemple, un taux de tabagisme dans une région particulière qui a augmenté de 2-3 %, est-ce que c'est parce que les changements dans la population ont vraiment eu un impact et que maintenant les gens fument plus, ou si c'est parce que la façon que l'échantillon est mieux sélectionné, la représentativité est meilleure, est-ce que c'est ce qui fait que il y a des différences dans les estimations. C'est pas pour dire que les données d'avant 2015 étaient moins bonnes. C'est vraiment juste que les estimations ont été calculées d'une façon qui ne permet plus vraiment de faire des comparaisons. On s'apprête à produire justement un document qui va expliquer les changements. Par contre, on n'ira pas dans les détails complets. Il va falloir vraiment que quand vous allez recevoir les données 2015, il va falloir vraiment analyser le questionnaire, utiliser la documentation qui explique les changements, puis essayer de voir à quel point le contenu a changé, à quel point les concepts ont changé. Parce que ça peut être une des raisons aussi qui permettent plus de faire la comparaison avec les anciennes données. Prochaine acétate. Justement, ce que j'expliquais, c'est que même le contenu qui n'a pas changé, parce que certains modules de questions qui n'ont pas vraiment changé, si ce n'est pas le concept lui-même qui a changé, ça peut être le fait qu'il y a d'autres changements dans le plan de l'enquête qui fait que c'est plus nécessairement comparable au cycle précédent. Puis, on ne pourra pas dire justement si les changements ou les non-changements, parce que vous pourriez vous retrouver avec des taux je sais pas moi, d'arthrite ou quoi que ce soit, qui sont les mêmes d'une année à l'autre, mais on ne peut pas vraiment juger si c'est un vrai changement dans la population. Donc, on préfère vous aviser d'éviter de faire le contenu, la comparaison avec le contenu d'avant 2015, donc 2001 à 2014 sont des années qui peuvent être plus comparables, principalement 2007 à 2014, parce que dans ces années-là, il n'y a presque pas eu de changement dans toute l'enquête, à part quelques ajustements mineurs dans les contenus. Mais le reste de l'enquête est resté très stable. Donc, 2000 à 2014 peuvent être comparés, mais encore plus 2007 à 2014. Mais à partir de 2015, il va falloir commencer une nouvelle série chronologique. C'est ce que vous faites avec vos données. Prochaine acétate. Donc, ce qui s'en vient quand on va publier les données, vous allez avoir des informations similaires à ce qu'il y avait avant. Donc, un document qui va évidemment mieux expliquer les gros changements à cause du remaniement, mais la même chose qui était là avant, il va y avoir un guide d'utilisateur. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose à ramener toujours
à chaque fois qu'on fait des présentations, le guide de l'utilisateur est vraiment là pour expliquer en grande partie chacune des sections de questions, chacune des façons d'utiliser les données. Donc, c'est vraiment à être lu. Vous allez aussi recevoir les documents habituels, le questionnaire, le guide des variables dérivées, les fichiers d'enregistrement, les questionnaires, etc. On va avoir des nouveaux tableaux de données CANSIM parce qu'il a fallu terminer la série de tableaux CANSIM qui s'arrête à 2014. On va avoir des feuillets d'information. Mais la chose qu'on ne fournira pas, par contre, c'est un tableau de concordance des variables. Donc, on ne pourra pas, justement pour éviter que les gens fassent des comparaisons, on ne voulait pas expliquer que telle variable dans l'ancien questionnaire équivaut à telle variable dans le nouveau questionnaire parce que justement, on veut éviter que les gens fassent des comparaisons. Prochaine étape. Bon, pour ce qui est des feuillets d'information, on a fait un peu un petit mélange là-dedans. On a décidé de garder ceux qui étaient les très, très populaires. On en a aboli quelques-uns. Mais aussi, on va créer un nouveau feuillet d'information sur une nouvelle donnée qu'on a décidé de créer, qui va s'appeler le score sommaire des comportements liés à la santé. Je vais vous l'expliquer dans la prochaine étape. Donc, les feuillets d'information qui vont être produits cette fois-ci sont ceux qui sont les plus utilisés, les plus lus, les plus consultés. Diabète, indice de masse corporelle, etc. Mais par contre, on a enlevé exposition à la fumée secondaire, auto-évaluation de la santé puis stress perçu dans la vie parce que ceux-ci étaient presque jamais consultés. Prochaine étape. Donc, le fameux score sommaire des comportements liés à la santé, c'est un score qui est écrit 6 indicateurs, mais en fait, c'est 4. Initialement, c'était 6, mais il y en a 2 qu'on a réalisé que ça ne faisait pas exactement ce qu'on voulait. Donc, on utilise, pour chacun des répondants, on crée un score basé sur l'utilisation du tabac, la consommation de fruits et légumes, la consommation abusive d'alcool puis l'activité physique pour arriver avec un indice qui place les gens sur un continuum par rapport à qu'est-ce que leur comportement peut avoir comme lien avec leur santé. On va faire on va produire ce score-là selon l'âge, le sexe, le revenu, le niveau de scolarité et la province. Prochaine étape. Les tableaux de données qui vont être produits. Ceux on appelait ça auparavant les tableaux CANSIM. Là, ça va s'appeler le CDS. Je n'ai pas pris en note l'acronyme ou qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est vraiment c'est comme une version améliorée des tableaux CANSIM avec plus de versatilité, plus sont mieux capables de répondre aux besoins des utilisateurs. Mais c'est assez semblable quand même à ce que vous connaissiez avant. On va donc produire des nouveaux tableaux qui vont commencer la série en 2015, donc c'est pas la suite de ce qu'on avait avant. On va encore une fois produire les mêmes tableaux avec les caractéristiques de la santé, toujours selon l'âge et le sexe et les 10 provinces quand on va produire les données d'1 an. Il y a 26 indicateurs au total, puis ensuite on va avoir un autre tableau qui va être les caractéristiques de la santé selon le quintile de revenu du ménage et le niveau de scolarité. Encore une fois, c'est les mêmes 26 indicateurs qu'au tableau précédent. Prochaine étape. Les indicateurs que vous allez pouvoir voir, les 26 indicateurs, c'est ceux qui ont été choisis par Santé Canada et l'Agence de santé publique comme étant ceux qu'ils voulaient garder comme contenu de base. La plupart d'entre eux sont les mêmes que dans les années précédentes, évidemment toujours en considérant qu'il ne faut pas les comparer avec les années précédentes, mais on a gardé ceux qui étaient les plus utilisés, les plus nécessaires ou les plus demandés. Mais on en a quelques-uns qui ont été rajoutés. Accès à un fournisseur de soins de santé primaire, qui est un des nouveaux modules de questions qu'on a créé. Avant, on avait accès à un médecin de famille, mais Santé Canada a demandé justement que le
le concept de santé de famille soit allergie à un fournisseur de soins de santé primaire, donc ça peut être le médecin, l'infirmière ou un autre spécialiste. On a aussi produit un nouveau tableau, un nouvel indicateur qui va être actif physiquement pour les 18 ans et plus, selon les guides de l'activité, le guide de l'activité physique au Canada. Même chose pour les jeunes de 12 à 17 ans. Et on a modifié un peu les tableaux pour les jeunes parce qu'avant, on utilisait des normes, d'autres normes que les normes de l'OMS. Puis maintenant, on veut faire la même chose à travers toutes les enquêtes de la santé de Statistique Canada. Donc, on choisit d'y aller avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et on a retiré certains des indicateurs dans les tableaux parce que, justement, ils étaient moins populaires dans les tableaux CanSIM, mais il faut toujours considérer que ce sont encore des données qui sont dans les fichiers de données, à l'exception de le module de questions sur les limitations d'activité. Donc, les différents indicateurs que vous voyez au tableau, là, douleur et inconfort, participation, limitation des activités, etc., ceux-ci ne feront plus partie des 26 indicateurs de base qu'on va avoir. Prochaine étape. Donc, si vous avez besoin de communiquer avec qui que ce soit sur notre enquête pour des questions, nous sommes l'équipe des gestionnaires de chacune des activités de notre enquête. Moi, je suis la gestionnaire du contenu et vous avez les différents noms des personnes selon la responsabilité qu'ils ont. La gestionnaire de l'enquête s'appelle Amanda Wright. Et aussi, si jamais vous avez des questions par rapport à l'enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes, la gestionnaire de l'enquête est Lisa Verdon. Et vous pouvez aussi envoyer vos questions à le service à la clientèle de Statistique Canada qui est disponible sur le site, directement sur le site Internet de Statistique Canada. Alors, si jamais vous avez des questions, je vais faire de mon mieux pour y répondre. Vous pouvez poser vos questions maintenant. Alors, merci beaucoup, Linda. C'était très instructif. J'ai déjà plusieurs personnes qui ont écrit des questions. Avant de les lire, j'avais peut-être moi-même une petite question de clarification. Est-ce que tu m'entends bien d'abord? Oui, oui. Parfait. Et donc, ma question concerne la diffusion dont tu nous as parlé, donc mars 2017 pour l'enquête de 2015 et septembre 2017 pour celle de 2015-2016. Quand on parle de diffusion, tu parles des fichiers maîtres dans les centres de données de recherche. Oui. Exact? Oui. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Alors, j'y vais donc de ce pas avec une autre question de clarification. Je pense que la réponse va être courte. Manon Blackburn demande, par rapport à la comparabilité des enquêtes, elle se demande si les enquêtes de 2017-18 et 2019-2020 seront comparables à celles de 2015-2016. En principe, oui. 2015, 2016, 2017 vont l'être assurément. Il y a un autre petit changement, par contre, qui est à venir. On n'est pas encore certain si ça va se faire, mais on a commencé à parler de rendre l'enquête de l'ESCC obligatoire pour les répondants canadiens pour essayer d'améliorer les taux de réponse, parce qu'on voyait vraiment une dégradation des taux de réponse depuis les 5-6 dernières années. Si ça c'est fait, présentement, ça a été proposé pour que ça soit mis en application en 2018. Si on a une enquête qui est obligatoire, on devrait voir revenir les taux de réponse vers la hausse, parce qu'on a commencé par faire une étude pilote en 2016, au début de 2016, puis on a vu justement que les taux de réponse s'amélioraient quand les gens apprenaient que c'était une enquête obligatoire. Alors, si on a un changement dans les taux de réponse, c'est que les gens, on sait, la raison principale pourquoi on a demandé que l'enquête devienne obligatoire, c'est que avec l'effritement du taux de réponse, on voyait que les caractéristiques changeaient, les caractéristiques des répondants changeaient. On était capable de faire une comparaison avec les données du début 2007
puis on comparait avec les données de 2013, on voyait que certains des indicateurs pouvaient, que les non-répondants comme possédaient certaines caractéristiques. Donc, si l'enquête devient obligatoire et qu'on se remet à revoir ces gens-là qui deviennent tous des répondants, ça se pourrait que les données en 2018 soient légèrement différentes, mais on ne pourra pas savoir dès le départ tant qu'on n'aura pas fait une étude justement des changements qui vont être apportés avec le taux de réponse qui va probablement s'améliorer. Donc, je pense que ça va être quand même comparable parce qu'il n'y a rien d'autre qui va avoir changé dans l'enquête, mais dès qu'on va être capable, on va pouvoir faire justement une étude de comparaison entre 2017 et 2015, 16, 17 et l'enquête 2018 quand elle deviendra obligatoire. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire encore, on n'a pas encore eu la confirmation du statisticien en chef de Statistique Canada si ça va vraiment avoir lieu en 2018. C'est supposé d'être en 2017, mais ça a été reporté parce que il y a des changements dans la loi la loi sur les statistiques qui a été apportée, puis ça a empêché ce changement-là d'avoir lieu dès 2017. Très bien, merci. Alors, il y avait une question par Ernest Lowe qui, en fait, était exactement cela. Si M. Lowe, vous pensez qu'il y a une suite ou des précisions, je vous invite à les écrire, mais je pense que pour l'instant, la question que je vois ici, Linda vient d'y répondre. Ensuite, j'ai Annick Descormier qui demande est-ce que les données du cycle 2015-2016 seront comparables? Oups, mon Dieu, c'est la même chose encore. Excusez-moi, je ne l'avais pas lu avant. Voilà, je pense qu'encore une fois, là, ça concernait les comparabilités avec l'enquête à partir de 2015 et les suivantes. Et vous y avez répondu. Alors là, ça, c'est vraiment, je pense, une nouvelle question. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque de biais pour les réponses provenant du mode de collecte adaptatif? Les réponses par téléphone ne risquent-elles pas de différer avec les interviews en vis-à-vis pour certains thèmes plus sensibles? Demande Annick Descormier. Ça, il y a déjà une étude qui a été faite sur le biais par mode de réponse. Puis effectivement, il y a un biais, un léger biais pour certaines variables, justement, où le fait d'avoir un intervieweur au téléphone et d'avoir l'intervieweur devant soi, il y a effectivement un biais pour certaines des variables. C'est un document qui existe déjà puis qui est déjà disponible. Je crois qu'il a été mis il a été fait en 2008 ou 2009, si je me souviens bien. Puis c'était justement pour essayer de voir la différence entre les répondants ou les réponses dans les modules de questions selon le mode de collecte. Ce mode-là, à cause de le mode adaptatif, c'est pas un énorme changement. On se retrouve avec des proportions entre interview par téléphone et interview en personne. On se retrouve avec des proportions qui sont quand même assez proches de ce qu'on avait avant, mais c'est pas le fait qu'on a un programme adaptatif qui va avoir l'impact sur le biais. C'est vraiment le fait qu'on aura toujours un biais à cause du fait que les gens sont soit en personne ou au téléphone. Des questions comme fumez-vous et êtes-vous en surpoids? Je pense que quand tu as le répondant devant toi, c'est assez difficile aux répondants de mentir, tandis qu'au téléphone, ils peuvent dire ce qu'ils veulent finalement. Donc, mais ce document-là sur le biais des modes de collecte a déjà été produit. J'imagine qu'il est disponible à quelque part dans la documentation de l'enquête dans les années précédentes. Merci. Autre question par Annick. Est-ce que l'enquête sur la santé chez les enfants et les jeunes, donc la nouvelle enquête, sera seulement disponible chez les 12 ans et moins ou inclura-t-elle les 0 à 17 ans? Ça va être pour les 1 à 17. Alors, oui, parce qu'on a trop de difficultés à avoir les enfants dans un temps assez opportun pour être capable de les interviewer avant, interviewer le parent, évidemment, là, avant l'âge d'1 an. Donc, ça commence, on a choisi de commencer l'échantillon, ou pas l'échantillon, mais la population à 1 an, mais ça va jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis c'est juste pour vous donner un petit aperçu, là,
les parents répondent au questionnaire des enfants de 1 an à 11 ans. Puis à partir de 12 ans, les jeunes répondent à une grande portion de l'enquête. Puis ensuite, le parent intervient vers la fin pour répondre aux questions qui sont plus en lien avec le ménage, comme le revenu, puis les assurances, des choses comme ça. OK, merci. Ensuite, question de François Laliberté-Auger. Avez-vous des plans pour le futur pour sonder les personnes en institution de soins de longue durée, principalement pour les personnes âgées, bien sûr? Cette population est en forte augmentation et très peu de données sont disponibles. Oui, je sais qu'on a déjà eu une enquête sur les résidents de soins de soins prolongés, là, institutions de soins prolongés. Ça a déjà existé. Puis ça a été pendant quelques années une enquête aussi sur des données administratives. Et je pense que c'est en train d'être reconsidéré. Mais c'est pas dans notre équipe à nous qu'on fait cette enquête-là. Là. Ce ne sera pas une portion de l'ESCC qui va tout simplement s'en aller vers les établissements de soins prolongés. C'est une enquête complètement séparée. Puis je pense que j'ai entendu parler que c'était pour revenir, mais il faudrait que je m'informe. Si la personne elle veut écrire la question directement à moi ou à oui, c'est ça, je pourrais faire passer la question à ceux que je crois qui sont sur ce projet-là. Parfait, je vous enverrai ça. Avec la liberté, j'imagine qu'on doit les avoir puisqu'il s'est inscrit au webinaire. Alors, autre question. Y a-t-il eu des ajouts de questions dans le volet santé au travail ou des changements quelconques dans, j'imagine, ce volet-là? Il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Non, c'était pas un module qui avait été identifié comme prioritaire ni pour Santé Canada ni pour l'Agence de santé publique. Puis comme ce sont eux qui sont les principales intervenants de notre enquête et les principales intéressés, je pense que non. Si je me souviens bien, là, c'est un module de questions qui n'a pas été touché. Puis en plus, si je me souviens bien, ça a été c'était un module de questions qui avait été offert comme contenu optionnel aux provinces en 2015-2016 pour les années qui sont déjà collectées. Puis il n'avait pas été sélectionné par aucune des provinces. Mais je crois que ça a été sélectionné en 2017-2018 par une ou deux provinces. C'est pas un module qui semble être prioritaire identifié par nos intervenants. OK. Donc, ça serait dire que dans les résultats qui vont sortir, il n'y aurait pas le volet santé au travail? Non, pas pour 2015-2016. OK. Merci. Alors, lorsque l'enquête chez les enfants et les jeunes aura lieu, est-ce que l'ESCC deviendra chez les 18 ans et plus seulement? Ah, peut-être que ça serait à quelqu'un de répondre pour moi parce que pour l'instant, on en entend parler. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Je pourrais pas vous dire. Je pense que définitivement, jusqu'au moins 2021, au moment où on va changer encore l'enquête pour s'en aller en collecte électronique, jusqu'en 2021, c'est sûr et certain qu'on regarde le groupe d'âge des 2017 ans, des 12-17 ans. À partir de 2021, par contre, je pourrais pas vous dire. Là. Je pense que c'est beaucoup en lien avec la stabilité du financement qui va être donné pour l'enquête sur l'enquête canadienne pour la santé des jeunes et des enfants. Pour l'instant, ce qu'on voit qui va arriver, c'est qu'il devrait y avoir l'enquête en 2018. Et ensuite, ça devrait revenir à tous les 3 ans. Si c'est ça qui se passe, puis que le financement est stabilisé, au moment où on aura une stabilisation du financement, puis que les intervenants principaux pourront être assurés d'avoir des données à tous les 3 ans, je pense qu'à ce moment-là, on va probablement enlever les données de 12 à 17 ans de l'ESCC annuel. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans les plans. Excellent. Alors, merci. C'était la dernière question que j'ai reçue. Moi, par rapport au groupe d'âge, j'en aurais peut-être une petite question de suivi.
vous avez noté les changements dans les groupes d'âge sur lesquels le SCC va donner des résultats. Et vous Mhm. avez notamment dit que ce serait les 65 ans, le groupe d'âge 65 ans et plus. Oui. Est-ce que vous avez considéré de créer des groupes d'âge pour les personnes plus âgées, parce qu'on sait que les Canadiens vivent de plus en plus longtemps. 65 Mhm. ans à 95 ans, il y a des gros changements. Donc, Oui. pourquoi pas avoir créé peut-être une 75 ans et plus, par exemple? Je pense l'équipe d'échantillonnage en méthodologie l'avait considéré. On se retrouvait par contre avec beaucoup de régions, parce qu'il faut considérer toujours que nous, on doit produire des données qui sont de qualité pour les régions aussi. Ah oui. Et on se retrouvait, quand on voulait produire les données régionales, avec souvent les données qui devaient être complètement supprimées, là, non Mhm. disponibles. Je me souviens très bien on a considéré, je pense, les 65 à 75, 75 et plus, puis ensuite, c'était les 65 à 80, 65, 79, 80 et plus. Je me souviens très bien qu'on a fait cette considération-là, mais au niveau national puis au niveau provincial, on pouvait obtenir des données qui pouvaient être de qualité. En tout cas, pour provincial, ça prenait déjà les 2 années de données ensemble pour certains indicateurs. Parce que oui, il y a des indicateurs qui sont clairement avec une très forte prévalence dans ces groupes d'âge-là. Il y a certains autres indicateurs qu'on n'aurait pas pu publier rien. Puis quand on se retrouvait à devoir considérer publier certaines données au niveau régional, c'est là qu'on se retrouvait avec beaucoup de baisse de qualité. Mhm. Puis en plus, dans les groupes de 75 ans et plus, c'est dans ces groupes d'âge-là qu'on se retrouve le plus avec des entrevues qui sont faites par proxy. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui répond au nom du répondant parce que les gens ne sont pas capables de répondre. Puis on a plusieurs modules de questions qui sont complètement sautés quand c'est une entrevue par proxy. Donc, on se retrouvait avec plusieurs sous-problèmes, disons, si on voulait séparer le groupe d'âge encore plus. Très bien, ben, ça répond bien à ma question, merci. Alors, personne d'autre ne s'est manifesté entre-temps. Donc, j'imagine qu'on a fait le tour des questions. Je vais donc tout simplement maintenant vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de venir nous présenter ces changements apportés à l'enquête. Mm-hmm. Ça m'a fait plaisir. Si jamais il y a d'autres questions, les gens peuvent toujours soit communiquer avec vous, j'imagine, et vous les envoyer. Oups, ça va, on t'entend plus très bien. Donc, bon. je vais conclure. Donc, merci. Exactement, ça va me faire plaisir de faire le suivi. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui posent la question, Philippe? Oui. Oui, ça va, c'est ça. C'est juste, ça coupe un peu. Donc, juste aviser tout le monde que le webinaire va être disponible sur notre chaîne YouTube. On va également rendre la présentation PowerPoint disponible. Donc, vous pouvez surveiller notre site web si vous voulez le consulter ou le partager avec vos collègues par la suite. Donc, merci encore à notre présentatrice. Et à la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.